on a tout mis jusqu'au dernier centime pour réussir et donc on n'a pas envie de perdre son temps sur l'eau et on se bat à fond. Alors Dieu, ça pulse. Ça c'est un départ musclé. On a la chance de vivre notre passion, on a choisi tout ça et le fait d'être en osmose avec un élément, avec un bateau, forcément on est bien. C'est l'histoire d'un petit prince qui aimait la mer. Il a 4 ans quand il est à la barre de ses premiers bateaux, autour du monde avec ses parents et son frère Ivan. Une vie libre dans les îles, école en planche à voile, pieds nus. Laurent a 20 ans quand on entend parler de lui pour la première fois. Il part sans prévenir sur un engin de plage pour croquer l'Atlantique. Mais c'est vrai que c'est pas raisonnable quand on regarde, quand on regarde ce petit engin, on se dit que c'est pas très sérieux, mais bon. 5000 km entre les Canaries et la Guadeloupe sur cette embarcation de 5 mètres. Éviter la vague fatale car avec l'eau et les rations, l'engin est trop lourd pour être redressé. C'est parti pour la plus folle aventure de sa jeune vie. Avec son coéquipier Fred Giraldi, ces kamikazes ont un seul objectif, tenir. Programme de la soirée et de la nuit, baston. Sur leur radeau de plastique, les deux aventuriers sont cernés par des vagues hautes comme des immeubles de 5 étages. À bord, ni radio, ni balise Argos. C'est 22 jours de piste noire, quoi. On s'en prend de remonte-pente. Fatigue, stress, hallucination. Ils entendent des marteaux-piqueurs leur percer le cerveau. On est combien là? Le 6 novembre. Ça fait 5 jours qu'on est parti. On a reçu une raclée pendant 4 jours, mais ça fait 4 jours ça fait 4 nuits qu'on essaye de dormir. On croyait que c'était plus facile, quoi. Secoué, rongé par le sel et l'humidité permanente, Laurent sourit, en symbiose dans son élément. Le bateau marche à 6 et on se fait les sirènes un petit peu de temps en temps. Bon, et quand est-ce que tu es fait arriver alors? Puis possible, mais pour l'instant la forme est bonne. C'est pas vrai ça. La santé aussi. Bon, la coupe, ça va bien aussi. On a de l'eau, c'est pas bien. Au menu ce soir. On parle de ration de survie, qui est un peu notre élément de base. Alors, qui est formé de biscuits vitaminés, que voici. Voilà, il y a 4 biscuits là-dedans. Et de petits trucs au glucose. Que voici des tablettes de glucose. Que voici. Voilà. En gros, ici, vous avez le repas de midi. Voilà. Si ça peut vous intéresser. Biscuit ou aileron de requin, à moins que les rôles ne s'inversent. Il est où? Légèrement sur la gauche. Derrière, il y en a un autre. Derrière, plein derrière.
fait gaffe à la barre de pas nous retourner quand même. Laurent, avec son courage extraordinaire, a dit attends, fais mon safran. Et le poisson est parti. Voilà. Et il n'y a plus de requin depuis. Et on en est bien content. Voilà. Mon prochain requin, il n'était pas trop gros, mais enfin, c'est un requin quoi. Une boussole, un sextant, une carte improvisée dessinée au dernier moment. Robinson pragmatique depuis l'enfance. Il a voulu une vie proche de la nature, peut-être la vie qu'il avait connue lorsqu'il était jeune, avec ses parents qui l'avaient emmené autour du monde sur un voilier que son père avait construit de ses mains. C'était la grande période où les gens partaient, les tours du mondistes comme on appelait, et son père, qui était boulanger à la Chaux-de-Fonds en Suisse, avait construit son bateau de ses mains. Et c'est une période qui avait illuminé complètement sa vie et qui a, je pense, conditionné tout ce qui a été sa vie. Au bout de 22 jours de galère, Paris réussit. Les deux aventuriers atteignent la Guadeloupe, salués par Philippe Poupon, vainqueur la veille de la route du Rhum. Tout petit devant ce géant, Laurent rêve de partir à bord d'un de ces grands trimarans. Mais comment entrer dans la cour des grands quand on a 20 ans et qu'on est fauché? Le problème du L, c'est que... On le regardait comme un ange un peu qui débarque, un ange extraterrestre. Parce que c'est vrai qu'avec ses boucles blondes, sa bouille à pas y toucher, on savait qu'il avait fait une très belle mini-transat avec un bateau de série, etc. Donc on savait que le compétiteur était là, qu'il avait une belle expérience maritime, même si c'était pas forcément en course. Et automatiquement, voilà, il inspirait le respect et puis surtout, on avait une sorte de gentillesse envers lui parce que il avait cette bouille quand même assez sympa. On s'est rencontrés en préparation de la Solitaire du Figaro 88. Donc au printemps 88, il préparait son bateau pour la course avec sa petite fiancée de l'époque. Tranquillement, il dormait à bord et puis il partait s'entraîner dans la journée. On était voisins de ponton à la Trinité-sur-Mer. À l'arrivée de la dernière étape de la course du Figaro, la surprise. 10h32 ce matin, Laurent Bourgnon est le premier à Port-Alliguen après 360 000 de course par très petit temps. Un petit temps qui lui permet de remporter l'étape Kinsale-Quiberon et du même coup la course. Il accusait près de 3 heures de retard sur Alain Gauthier, le leader. Moi je suis resté tout près de la ligne, hein. J'étais vraiment tout près, donc avec mes 3 heures et quelques d'avance sur lui au général, j'avais de la marge. Sauf que le vent est resté absent pendant 3 heures. Lui, il a eu le temps d'aller dormir. Je crois qu'il s'est endormi donc entre un vainqueur d'étape qui s'endort et bien il s'est réveillé vainqueur de la Solitaire. C'est surtout inattendu en fait parce que dans cette course, il y a quand même beaucoup de très très bons coureurs qui sont venus avec du très bon matériel et en fait qui sont venus pour gagner. On dégage dans le canal, tu te rappelles Alain? Le grand perdant, c'est lui. Alain Gauthier, encalminé à quelques milles de l'arrivée, il est resté 2 heures sans bouger. Il m'a accueilli sur le ponton, il pleurait autant que moi, je dirais, parce que c'est vrai qu'il s'y attendait pas, il était triste pour moi. Lui, une victoire d'étape, ça lui allait, entre guillemets. Et il a récupéré le général, moi je l'ai perdu. C'est vrai que ça faisait 10 ans que je courais après cette Solitaire. Il a marqué la course, hein, clairement. Parce que des vainqueurs de Solitaire du Figaro qui viennent participer une fois et qui gagnent, il n'y en a pas beaucoup, hein. Son succès lui ouvre enfin la voie de ces bolides des océans. À force de culot, de débrouille, à 25 ans seulement, Laurent Bourgnon prend la barre de son premier multicoque. C'est le premier bateau qu'on ait fait ensemble. Ouais. Allons, monsieur, ça pulse. Ça, c'est un départ musclé, hein.
La Baule Dakar lui offre la plus rapide, la plus terrible des descentes de l'Atlantique. Juste avant le Cap Vert, tout l'avant du flotteur, le flotteur se casse juste en avant du bras avant. Regardez les filles, voilà ce qui m'arrive. C'est incroyable. Je ne comprends pas, messieurs. Oh nom de Dieu. Merde! Merde! Saloperie de merde! Là, tout le monde aurait abandonné immédiatement. Et là, il se dit... J'empanne, je me retrouve du bon côté, et en fonction du fichier météo, je dois arriver à aller sur le même bord jusqu'à Dakar. Donc sur un bateau qui n'est capable d'avancer que d'un seul côté. Tout arrête normal comme ça. On va vous faire un petit état des lieux là, et on est à 200 000 du Cap Vert. Ça roule toujours pas mal là, mais bon, on est un petit peu handicapé. On va vous montrer déjà le propriétaire. Hein, il est un peu, il en manque des bouts, mais bon. C'est pas grave, le propriétaire, c'est le bateau sorti. Là, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Je sais pas bien où c'est passé, mais c'est pas terrible. C'est à la fois dingue et c'est, le connaissant, complètement réfléchi. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est dingue. Pour lui, c'est normal, je pense. Il arrive ça, les conditions sont comme ça, c'est jouable, je le fais. Et il le fait. Laurent maintient sa vitesse pour éviter la dislocation de son navire amputé. Non seulement il arrive à bon port, mais il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, inscrit pour la première fois son nom au palmarès des multicoques. De la mer aux dunes, il court. Skipper, mais aussi pilote d'avion, ULM, hélicoptère, coureur automobile, il sillonne 7 fois les pistes du Dakar. 5, 4, 3, 2, 1... Ce qui l'attirait, c'était le contact avec un monde, une nature authentique, la planète. Vraiment, c'était un garçon qui n'avait pas envie de tout ce qui était miroir aux alouettes. Je n'ai qu'un mot pour le qualifier, c'est vraiment un garçon authentique. Il est libre et c'est cette envie de liberté qui fait qu'il a la maîtrise de l'espace, la maîtrise des éléments. Il est aussi doué sur l'eau que sur la neige avec un snowboard ou avec un avion, qu'avec un 4x4 dans les dunes. Il aime la glisse, il sent les éléments. Dans les années 90, ces trimarans de 60 pieds sont les machines les plus rapides, les plus dangereuses aussi. Pourtant, même dans la pire des bastons, Laurent rentre avec plaisir dans cette essoreuse salée, brutale, tente le diable. Il ne s'impatiente que dans les grands calmes, perd le sourire quand sa moyenne baisse. C'est ce qu'il y a de plus dur pour les nerfs, plus dur que d'aller vite. Record de l'Atlantique battu, 7 jours, 2 heures, 34 minutes. Même les vieux loups de mer viennent rôder près de ce gamin qui s'impose, l'air de rien. Il a l'air content, il est en forme. C'est bien, il a l'air bien heureux et tout. On est dans cette voile qu'on aime, nous, hein, qui est celle du sport, du risque, de l'aventure. Parce que je pense qu'un record atlantique en solo, c'est aventureux à cette vitesse-là, ça l'est vraiment.
et puis d'une certaine forme d'élégance. Le fait de battre un concurrent, en fait, pour moi, ça n'apporte rien, quoi. Donc là, c'est un chrono, c'est un petit peu différent. Il est même arrivé de rêver de Tour du Monde en 80 jours, pourquoi pas. La compétition était faite pour Bourgnon. Il était d'une élégance folle dans ce sport et capable d'en assumer la brutalité, l'intelligence, la violence et en même temps le charme. Non, vachement bien. Moi, c'est un souvenir très fort de joie de vivre et d'élégance maritime, et le bateau réglé, là, magnifique. Tous ces voiliers sont réglés, préparés comme des horloges suisses. Inventif, ingénieur, il aime poncer, stratifier, forger ses bateaux. Sa seule obsession, dépouiller, éliminer sans cesse l'inutile pour faire des engins de glisse toujours plus rapides. Pour nous, architectes, autant en Formule 1, à chaque tour de course, on a les ingénieurs ont tous les paramètres. Nous, les paramètres, c'est la qualité du rapport avec le skipper. Et Laurent était quelqu'un de passionné par la technique, savait parfaitement ce qu'il faisait aller vite un bateau. Quand on sait comment un bateau est construit, quand on sait où l'architecte pense, il met des renforts à tel endroit pour que les efforts passent à cet endroit, etc. En navigation, quand tout l'ensemble bouge, que ça tape fort, et ben on sent les efforts, on voit passer les efforts et on apprend. Ça permet peut-être de mieux sentir et de ralentir quand il faut et d'être plus près de la limite plus longtemps, quoi. Il avait sa façon de voir comment il allait gérer sa course, et donc tout ça c'est extrêmement riche pour nous parce que c'est une qualité de rapport, de synthèse, et donc on a été capable en fait de synthétiser la cohérence d'un bateau fait sur ses ressentis, sur sa façon de voir sa course. Novembre 94, Laurent s'élance dans la célèbre route du Rhum. C'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement les paramètres de la performance et de sa gestion propre, c'est-à-dire le travail sur le sommeil, l'auto-hypnose, comment rentrer dans les phases de sommeil réparateur afin de maximaliser sa récupération dans un temps minimum. Entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, même les marins les plus aguerris en bavent. Perron a dématé, Laurent, lui, s'accroche. Ce que j'aime dans le solitaire, c'est qu'on va au plus profond de nous-mêmes. Combien de fois ça m'est arrivé mais on est là, on n'en peut plus, on a froid, on a faim, on est cuit, on est mais carrément même de mettre à genoux et de pleurer. Je veux dire, c'est une chose qu'on ne parle pas souvent, qu'on discute pas, parce qu'on est aussi par pudeur, et puis peut-être par fierté, j'en sais rien, mais combien de fois ça m'est d'arriver qu'on est au bout, on peut plus, c'est fini, on n'en peut plus, on se dit mais c'est la fin presque, je dirais pas jusqu'à se jeter à l'eau, mais on a tout donné. Et puis d'un seul coup, pour un petit détail, une pensée, on pense à quelqu'un, ou on pense, d'un seul coup, on retrouve une énergie, on se dit mais c'est pas vrai, allez, il faut arrêter tes conneries, là ça suffit, il faut redémarrer. Extrêmement sensible aux moments magiques qu'il peut y avoir en mer. Je me souviens très bien, il parlait d'une nuit de pleine lune magnifique où il avait du plaisir à sentir glisser son bateau. C'est ce sentiment un peu magique quand un bateau va bien. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'effort, qu'il ne va pas perturber la mer en progressant. Voilà, c'est
ce ressenti-là qui nous communiquait ce jour-là, je me souviens très bien, et à la fois, il avait l'air d'aller très très bien dans un spectacle extraordinaire. On a des moments magiques comme ça en mer. À 28 ans, lui, l'autodidacte, inscrit son nom derrière Mike Birch, Florence Artaud, Philippe Poupon. Un surdoué, décontracté. On était 48 heures avant d'arriver sur la Guadeloupe, en tête hyper détendu. Le bateau réglé comme il faut, tout allait vite, tout allait bien, la mer était belle, je sais pas quoi. En plus que nous a vu, il était allé faire le singe dans le bout dehors à l'avant et tout ça. Et tout ça était professionnellement parfait et très joyeux, très vivant, très fort, et en final, quand le revoit dans le rétroviseur, très émouvant. C'est toujours très touchant la joie de quelqu'un qui navigue et qui navigue aussi bien, quoi. Donc après le mot consécration, en général, il n'y a plus rien, donc il faut parler d'étapes. C'est pas fini, on a encore beaucoup de projets et puis encore beaucoup d'aventures à vivre. Retrouvailles avec Philippe Poupon, deux philosophies, l'un s'économise, l'autre donne tout. Tout le déclenchement, tout ça, c'est qu'il y a 8 ans, quand on est venu avec notre bateau et qu'on a vu nos engins et tout, c'est de votre faute. C'était une bonne faute. C'est de votre faute. Une bonne faute. Arrête! Laurent, viens-nous. 2 ans plus tard, dans la course qui a fait d'Éric Tabarly une légende, la Transat anglaise, les choses vont mal tourner. Il allait très vite, il était en tête, et nous on suivait ça à terre autant qu'on pouvait. En plein milieu de l'Atlantique, tous les concurrents entendent le même message à la radio. Stupeur, Laurent a déclenché sa balise de détresse. Un chavire pratiquement pile au pire endroit de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire que c'était à mi-chemin entre vraiment Terre-Neuve et l'Écosse. Il se fait très mal au dos et il est blessé, hein, et pour autant il a l'énergie de remonter à bord, l'énergie de s'en sortir. Il y a un moment, tu sais presque, quand tu es dans la flotte, tu dis, ça fait, tu sais même plus si ça fait tellement mal que tu dis, ben tant pis, on laisse faire, quoi. Tu sais même plus si tu dois reprendre l'énergie ou pas. Et puis ben après, finalement, il y a le bon sens qui revient et tu arrives à lutter et trouver des forces incroyables pour ressortir dessous. Pour sauver le navire, toute son équipe se mobilise. Parmi eux, l'ami fidèle, le complice de toujours, Thomas Coville. On est parti avec un remorqueur pour aller chercher le trimaran blanc au milieu de l'Atlantique. Dans ces conditions épouvantables, un remorqueur et quelques hommes tentent de redresser le trimaran en péril. On n'est pas allé le chercher pour nous parce que c'était finalement c'était un oiseau blanc pour nous, mais c'était son bateau, c'était ses tripes, c'était ce qu'il avait rêvé, ce qu'il avait. Et on est allé le chercher pour lui, pour qu'il se répare mentalement, pour lui ramener, pour lui réparer, pour lui offrir.
été un des moments très forts parce que c'était une expédition difficile et périlleuse, mais qui était à l'échelle de notre vie de l'époque. C'est-à-dire, on était fous, on pensait pas, on calculait pas, on allait, on y allait, on le faisait, on le sentait, alors on y allait. Et quelquefois même quand on le sentait pas, on le faisait quand même. Décidément, rien ne l'arrête. Laurent fonce vers son objectif, une double victoire du Rhum. Il arrive en direct dans Thalassa. Yves Pélissier qui est en hélicoptère au-dessus de Laurent Bourgnon. Oui, Georges, eh bien, Laurent met un point final à cette 6e édition de la Route du Rhum de la plus belle manière qui soit. Il avance relativement vite. Vous savez que la météo autour de la Guadeloupe est souvent capricieuse avec la proximité d'un relief assez tourmenté. Et là, de temps en temps, Laurent s'arrête, tombe en panne de vent, puis repart comme maintenant. Je pense qu'il est dans la dernière ligne droite et que d'ici 1 heure, il va rentrer dans l'histoire puisqu'il sera le seul ce soir, je crois qu'on peut s'avancer à le dire maintenant, à avoir gagné 2 fois la Route du Rhum. « 1998, le sacre d'un champion. On ne gagne pas la Route du Rhum 1 fois, on ne gagne pas la Route du Rhum 2 fois par accident, c'est pas vrai ça. On gagne la Route du Rhum parce que cette année-là, on est le meilleur. Mais le vrai meilleur. Pas le meilleur, le vrai meilleur. Il faut être le meilleur. On est en bagarre pour gagner tous les deux. Il a un problème de gêne à cœur, moi je le double à ce moment-là, la veille de l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Et puis quelques heures après, je heurte une baleine qui m'arrête complètement, je casse pas mal de matériel à bord et donc je peux plus continuer à fond, donc je finis second à 3 heures derrière lui. Donc les 10 ans après, parce que c'était 98, ça se répète un peu. Bon, là encore, il y est pour rien. C'est pas lui qui a, même si on a pu plaisanter sur le fait que son sponsor ait pu envoyer une baleine sur ma route, c'était vraiment de la plaisanterie. C'est vrai que celle-là, j'aurais bien aimé l'accrocher. Mais voilà, c'est comme ça, il finit la Route du Rhum très bien. Et puis moi, je suis second. C'est un enfoiré, quoi, mais non, bon, je lui dirais bravo, tout simplement. Vous savez, les marins, on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour parler. On sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu pendant 12 jours, donc les regards suffiraient. Dis donc. Et cette nuit, il y a une mer de merde. Hein. C'est-à-dire que j'aime aller vite, j'aime bien régler le bateau, j'aime le pilotage. Et simplement, j'ai pas l'agressivité pour avoir la haine, pour battre d'autres concurrents, pour les battre uniquement, quoi. Enfin, c'est pas ce que je rêve, en fait. Ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux et de les faire évoluer et de les faire aller vite. Alors avant les départs de course ou sur les départs de course, vous semblez décontracté. Quand on vous appelle en radio, vous êtes disponible. Quand vous arrivez sur la victoire, vous êtes souriant. On a l'impression que tout paraît facile. Est-ce que c'est vrai? Mais je dirais on a la chance de vivre notre passion. On a choisi tout ça et le fait d'être en osmose avec un élément, avec un bateau. Forcément, on est bien et ça, c'est important. C'est vraiment un type qui a eu un parcours fulgurant dans le monde de la voile. Il a tout gagné et puis après, il est parti. Il a changé de vie. Peut-être le kilométrage qui veut ça, mais je veux moins gaspiller mon temps avec. Je veux passer le plus de temps possible avec les gens que j'aime, quoi. C'est vrai que quand on est jeune, on se lance dans toutes les aventures, un peu tout azimut, et qu'après on a envie de sélectionner, on a envie de passer du temps avec des gens avec qui on a vraiment envie de vivre des choses. On a envie de vivre des choses de plus en plus vraies, de faire des choses parfois beaucoup plus simples, mais effectivement très intenses. Bourgnon prend la tangente, un tour du monde en famille en 2008. Il retrouve la Polynésie, son Éden d'adolescent, vit tranquille entre les îles.
C'est un garçon qui a voulu se construire une autre vie. Il est parti justement en Polynésie avec sa femme. Il a eu ses enfants là-bas. Il a voulu les élever dans ce cadre qu'était la Polynésie. C'était son choix et il a voulu une vie proche de la nature, peut-être la vie qu'il avait connue lorsqu'il était jeune. L'année dernière, l'aventurier accompli retrouvait son petit frère Yvan. Il fait le tour du monde en catamaran, navigation à l'ancienne, comme lui 30 ans auparavant. Père de famille paisible, Laurent a gardé les mêmes valeurs, respect, pudeur. Pour l'instant, on le laisse un petit peu tranquille. Là, il est encore dans sa nave. C'est les derniers milles avant la passe, donc il s'organise. On va pas l'embêter, lui sauter dessus comme ça. On est timide dans la famille, donc on n'est pas toujours démonstratif. Bon, bah salut Frangin. Ah ouais? Putain. Ça va? Plaisir, mon Dieu. Bon, tu t'es pas minci, hein? Eh ben oui, ça fait 6 ans qu'on est partis, nous, donc voilà. Mais bon, moi, sauf que moi, à 40 ans, j'ai commencé à m'assagir. Et lui, à 42, il est encore en train de faire le couillon sur les petits bateaux. Il s'était fait construire un grand catamaran à moteur et il vivait non pas sur son bateau, mais lui les 3/4 du temps sur son bateau, à emmener des passagers justement pour faire des croisières, pour aller plonger. Et du coup il m'avait dit mais viens, il faut que je t'emmène au fond, il faut que tu viennes danser avec les requins. On ira avec Lou et Basile, tu verras. Moi, je suis pas du tout à l'aise sous l'eau, donc il savait qu'il me provoquait sur un terrain qui n'était pas le mien. L'atoll où il a disparu, je le connais par cœur, c'est dans l'ouest de Fakarava. Il y a 2 passes. C'est pas des passes qui ont très mauvaise réputation. Il peut y avoir des courants forts, des révolants, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça paraît impensable. C'est que on se dit non, pas lui. Il y a plein d'amateurs qui plongent. Et Laurent était devenu un plongeur, vraiment un grand plongeur professionnel. Il n'y avait pas de légèreté. Il avait fait ça avec beaucoup de rigueur, de règles, comme il faisait du bateau et d'enthousiasme. Donc ça paraît incroyable, quoi, impossible. Voilà, c'était son élément. Vous l'enfermez pas à Paris dans un bureau, il va péter les plombs assez rapidement. Et donc il est parti faire ce par quoi il est arrivé sur, ce par quoi il est arrivé sur Terre, non sur mer. On se dit toujours que les gens qu'on a aimés dans le sport qu'on a pratiqué ne devraient pas mourir, parce que le souvenir qu'on en a, il faudrait que le souvenir qu'on en a reste intact jusqu'à sa propre disparition. Il avait pour moi la résonance parfaite. C'était mon diapason. En fait, voilà, c'était mon échelle musicale de vie. Il n'y a pas eu de fausse note dans sa vie. Pas eu de fausse note. C'est quelqu'un, il y a encore quelques mois, qui effectivement me disait Lolo, c'est la vie, quoi. Tu sais pas quand ça s'arrête. Profite. Profite. Bon. Il aura d'autres visions de la beauté du monde, j'espère. Si ça a été la dernière, j'espère qu'elle a été belle. Ça devait être bien bleu, son regard. En juin 2015, Laurent Bourgnon disparaît à 49 ans au large de Fakarava.
Je voulais vous offrir ce panorama étonnant. Pour approfondir votre